Re-salut! Re-coucou! Vous nous retrouvez, c'est la partie 2 de notre vidéo spéciale rattrapage de l'été. On va vous parler des films que nous n'avons pas vus cet été. Si vous n'avez pas vu la partie 1, eh ben regardez-la tout de suite, lien dans la description. Et puis sur ce, on va commencer. Là, on va se concentrer sur juillet et août 2019. Et c'est parti! Et c'est parti! Alors, je vais commencer tout de suite par Spider-Man Far From Home. Alors, j'attendais beaucoup ce film parce que justement, on savait que c'était la suite directe, entre guillemets, de Avengers Endgame. À voir ce que ça allait donner, j'avais adoré le premier Spider-Man, le Homecoming, j'avais adoré. J'avais été déçu par les derniers films Avengers, etc. J'y allais pas forcément la fleur au fusil, et finalement, je suis arrivé là-bas. J'ai regardé le film, j'ai trouvé ça mais excellent, une petite pépite. J'ai vraiment repris confiance dans l'écurie Marvel et dans le MCU. Je vous parlerai après de pourquoi maintenant je suis encore plus sur la réserve, mais bon, concentrons-nous sur le film. Alors, un petit Spider-Man qui a vraiment la patate, qui se pose un petit peu des questions sur voilà, son avenir maintenant en tant qu'Avenger, maintenant que Tony Stark n'est plus là. C'est un spoiler. Ouais, c'est pas un spoiler, maintenant tout le monde l'a vu, ça a été... C'était dans la bande-annonce. Voilà, c'était dans la bande-annonce, donc bon, admettons. Tout ça pour dire que on a un Spider-Man qui est au top de sa forme, qui se questionne un peu, qui se cherche, et un Mysterio donc, qui arrive un peu au casting du film. Alors, j'ai trouvé le personnage génial. Bon, déjà, c'est campé par Jake Gyllenhaal. Ouais, Jake Gyllenhaal qui a joué magnifiquement bien ce personnage. Je vous expliquerai pas pourquoi, mais une lecture vraiment intéressante du personnage, assez différente de ce qu'on voit dans les comics, mais c'est vraiment un parti pris qui est génial. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je suis un petit peu déçu, parce que justement on a appris récemment, enfin pas si récemment que ça, le divorce entre Sony et Marvel pour la licence Spider-Man. Alors le problème c'est que on vous sort une super dinde, un super rôti du four, on vous fait sentir la fumée, puis finalement on vous dit c'est pas pour vous. Je sais pas trop ce que ça va donner du coup, ça laisse entendre que Spider-Man ne serait juste plus présent dans Avengers, mais que en gros la trame des films va continuer. J'attends quand même de voir parce que les négociations sont pas terminées, on verra ce que ça donne, mais je trouve que ce serait dommage d'avoir encore à vivre un énième reboot de Spider-Man. Après, ce qui serait intéressant, c'est que du coup Sony va peut-être pouvoir le réintégrer avec Venom, peut-être face à Tom Hardy, ce qui pourrait être intéressant même si le film n'a pas été top. Après, je sais que je l'ai revu pendant les vacances, je suis pas ennuyé non plus, mais bon, voilà. Voilà pour ce que j'ai à dire sur Spider-Man Far From Home. Et pour rebondir ce que tu viens de dire, moi je trouve que le divorce entre la Sony et Marvel pour le personnage de Spider-Man, c'est une super nouvelle, et moi j'étais heureux quand j'ai appris ça. Et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que je trouve que Marvel, j'en ai un petit peu ras la casquette de tout ce merchandising, de tous ces films, de toutes ces suites et de... Voilà, c'est une usine, c'est une entreprise, ils ont besoin de faire de l'argent, ils en font, sauf que moi je trouve que c'est un petit peu au détriment de fois des émotions, et le fait que Spider-Man retourne chez Sony, je me dis que ça peut permettre de refaire des films qui ont peut-être plus d'identité, plutôt que de remettre des yes man à la direction, à la réalisation je veux dire. Voilà, moi j'avais bien aimé la franchise The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Je trouvais qu'Andrew Garfield faisait vraiment bien le boulot, il incarnait à la perfection le personnage. Tom Holland, on va dire que je m'y suis fait, mais c'est quand même pas le Spider-Man de mes rêves. Donc là, les prochains chez Sony, ce sera encore avec Tom Holland, donc peut-être que on aura le droit à de bonnes suites. Si je peux à mon tour rebondir sur ton rebondissement, allez, je dirais que trampoline, on s'amuse beaucoup. Ce qui est intéressant par contre, c'est que la franchise Spider-Man, entre guillemets, étant aussi large à elle seule que la franchise Avengers et toute la clique, je pense que d'avoir Sony qui va se focaliser vraiment sur le développement de Spider-Man, de ses méchants, de son univers, va peut-être pouvoir amener presque un concurrent en réalité en frontal avec Avengers, sachant que bon, c'est un personnage du même univers, mais je pense qu'on va pouvoir aller développer vraiment l'univers Spider-Man là où au final Marvel ne pouvait pas le développer puisque projet Avengers, projet des autres super-héros, etc. Là on a vraiment Sony qui va pouvoir s'y consacrer et ça peut donner quelque chose d'intéressant. Et ça peut peut-être donner le fameux projet des Sinister Six que nous attendons depuis de nombreuses années. Vraiment avec impatience. Et après j'ai envie de dire que tout ça c'est en attendant que Marvel, que Disney rachète Sony. Exactement.
Voilà pour moi le mot de la fin, je vais laisser Quentin parler du film suivant. Alors donc on va parler de Yesterday de Danny Boyle, donc le retour à l'écran de Danny Boyle, avec un film musical, une petite comédie sympa. Voilà, j'ai adoré mon moment de cinéma. L'histoire, le pitch, c'est tout simple, c'est un homme qui se réveille, il est musicien, il est fan des Beatles, il connaît toutes leurs chansons, et il se réveille et autour de lui, les Beatles n'ont jamais existé et personne ne se souvient d'eux à part lui. Donc lui, il connaît toutes leurs chansons, il décide de les reprendre, ça fait un carton et il a le succès. Et puis tous les problèmes qui vont avec. Et en fait, voilà, j'aurais envie de dire que sur le papier, c'est le même pitch que le film Jean-Philippe dans lequel il y avait Fabrice Lucchini. Voilà, c'est un film qui a pas plus de prétention que ça. C'est en fait exactement ce à quoi on s'attend. Il n'y a pas de démesure, il n'y a pas de twist, il n'y a pas de... Voilà, ça nous prend pas de revers, mais par contre, j'ai passé un très bon moment de cinéma. C'est pas un coup de cœur, c'est pas le film que je vais retenir cette année, mais par contre, si vous recherchez un petit film sympa à regarder en couple par exemple, voilà, autour d'une petite pizza, c'est le film idéal. Il y a quand même une petite mise en scène sympa, des plans qui changent, et puis j'ai trouvé que le personnage principal chante vraiment bien, et puis il y avait une sorte d'alchimie entre le couple qui passait bien, donc voilà. Un film à regarder, je vous le recommande. Et en parlant d'alchimie et de couple et d'acteurs qui bossent bien, on va parler de Hobbs & Shaw. Ouais, je vais vous parler de Hobbs & Shaw. Je peux directement conclure par le fait que j'ai perdu 10 balles et 2h30 de mon temps. 2h30 ? Je sais plus exactement combien il dure, mais il dure bien 2h30. Enfin, du moins, moi j'avais l'impression que ça durait même 3 heures. Enfin bon. Donc je vais vous expliquer mon ressenti là-dessus. Donc sur le papier, bon, licence Fast and Furious, on s'attend pas à avoir un super film non plus, mais il y a quand même des limites. Pour parler du méchant, on est un petit peu face à le soldat de l'hiver, en réalité un homme bionique qui est surpuissant. Qu'est-ce que ça vient faire là? On m'explique un petit peu. Je suis d'accord que la franchise Fast and Furious part un petit peu dans des extrêmes. Disons, voilà, bon, avec de la nouvelle technologie, des armes un peu surpuissantes. Pourquoi pas, ça reste entendable. Maintenant, un espèce de cyborg surhumain, là, j'ai un petit peu du mal, je vois pas ce que ça vient faire là. Voilà. Après, donc, le fait de voir Hobbs & Shaw au cinéma, bon, ça, c'était pas trop mal sur le papier. Le seul problème, c'est que, en fait, il y a des incohérences dans ce film qui crève tellement l'écran que c'est impossible de rester concentré, focalisé sur l'histoire. L'histoire qui, au-delà de ça, est assez typique, voire assez maigre. Hein. Donc le méchant est là, il va détruire la Terre. Les deux mecs s'entendent pas, puis finalement, ils sont bien obligés de travailler ensemble, et puis ils y vont. Finalement ils arrivent par battre le méchant. Bah écoutez, voilà, on fait pas plus simple. Tout ça pour dire que c'est un réel nanar quand on voit des passages de films où on a The Rock qui est capable de retenir un hélicoptère avec une chaîne à main nue. Ah oui, d'accord. Oui, on en est là. Mais il est doué, The Rock, il arrive à désamorcer une bombe nucléaire. Non, mais il est très doué, c'est pas le problème, mais il y a quand même des limites à ce qu'on est capable de voir à l'écran. Ok, on part vraiment trop dans la caricature. Alors moi je vous dis Fast and Furious, faites attention pour vos licences, pour ce genre de film. J'étais globalement, voilà, je m'attendais pas à avoir un super film, mais j'étais content d'y aller, mais j'ai vraiment perdu mon temps et mon argent. Et maintenant, je vais laisser Quentin donc parler du dernier film, donc le dernier Tarantino. Explique-nous. Alors, Once Upon a Time in Hollywood, donc avec Leonardo DiCaprio et Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino. Quel casting, quelle claque. Je l'ai attendu, ce Tarantino. Je suis allé le voir le jour de sa sortie et j'ai trépigné sur mon siège. C'est un film qui monte crescendo, il dure 2h40. C'est vrai qu'il est long. C'est un Tarantino. C'est un Tarantino, mais il est quand même long. Alors, en comparaison d'autres, par exemple du Django Unchained ou Les 8 salopards, en termes de durée, c'est du kiff-kiff. Mais là, c'est un film qui est pas du tout axé grand public. Et je pense que c'est sa grande force. Parce que c'est un film qui s'adresse aux cinéphiles. Alors, les personnes qui aiment le cinéma, je pense, vont se retrouver dans ce film. C'est une déclaration d'amour au cinéma à l'époque des années 60, enfin, fin des années 60. Et moi j'ai pris mon pied quoi. Y a des fusils de Tchekhov qui sont utilisés, donc c'est-à-dire le fait de montrer un élément à un certain moment du film et de le réutiliser après. Tarantino n'arrête pas de jouer avec cette technique de cinéma et ça fonctionne à merveille. Et je dirais que les 40 dernières minutes du film sont jouissives. Il y a un vrai build-up qui est fait et je dirais que le gros plus, c'est l'histoire sur Sharon Tate. Sur le papier, on se dit mais qu'est-ce que Sharon Tate a à voir avec cette histoire qui est une histoire purement fictive et qui prend des éléments du réel.
Et en fait, quand on voit le message de fin, bah ouais, c'est génial d'avoir incorporé son histoire. Et je dirais qu'il faut avoir vu ce film et il faut encore plus connaître l'histoire de Sharon Tate avant d'aller le voir. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue en allant voir ce film, en connaissant bien ce qui était arrivé à Sharon Tate. Pendant tout le film, on angoisse un petit peu le fameux moment du meurtre de Sharon Tate que l'on attend tous. Et voilà, je peux pas en dire plus, mais foncez voir ce film. Et ceux qui n'ont pas aimé, je le comprends tout à fait. C'est un film qui n'est pas destiné à tout le monde, mais pour ceux qui l'ont aimé, bah, je vous comprends. Pour revenir à Sharon Tate, je vous renvoie à la vidéo que Quentin nous a faite, qui est d'une qualité assez exceptionnelle. Merci Alexandre. Donc oui, allez-y, allez la voir, c'est dans la description. Ça vous aidera sûrement à comprendre qui était Sharon Tate, son meurtre, tout ce qui a été autour. Et ça vous mettra dans de bonnes conditions pour aller voir Once Upon a Time. Sur ce, on va clôturer. De nouveaux cas critiques vont arriver sur la chaîne, d'autres vidéos en tout genre, des caractères, peut-être des canapés, des Hollywood Stories ou encore des blind tests. On vous dit à bientôt. Salut! Salut! Et c'est parti. Vas-y, et là, claque. Et c'est parti. Vas-y, fais. Et c'est parti.